Bonsoir Laetitia Saint-Paul. Bonsoir madame. Vous êtes députée LREM du Maine-et-Loire, vice-présidente de l'Assemblée nationale et capitaine de l'armée de terre. Un parcours pas banal. Vous aviez sous vos ordres 200 hommes jusqu'au Grand Saut. Il y a 4 ans, une militaire députée, c'est du jamais vu en plus d'un siècle. Vous racontez cette plongée dans ce livre coécrit avec Céline Cabour, intitulé « Mission tenir de l'armée à l'Assemblée nationale ». C'est chez Lattès. C'est un titre qui interpelle. Tenir, tenir quoi? Tenir le coup, tenir le choc? C'est comme un jeu de mots puisque la mission tenir est une mission militaire, une mission défensive. Et j'ai eu le sentiment qu'elle pouvait s'appliquer à la vie politique, puisqu'il faut souvent tenir une ligne politique. Et malheureusement, ça fait écho avec l'actualité, avec ce slogan gouvernemental « Tenir ensemble ». Est-ce que ce sont 2 mondes très différents? Quand vous débarquez, comment est-ce que vous vous adaptez? J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes entre les 2 mondes, même si cela peut paraître paradoxal, parce que pour beaucoup de militaires et politiques, ce sont les mêmes valeurs qui nous animent, de bien commun, d'intérêt de la France, de la place de la France sur la scène internationale, de courage, de dévouement. Et je crois vraiment qu'il y a beaucoup de ponts entre les deux que j'ai voulu décrire. Ça, c'est ce qu'on voit un peu de l'extérieur. Après, on sait, par exemple, l'armée qu'on appelle la grande muette. En politique, c'est pas vraiment le style de la maison, ça, par exemple. Est-ce qu'il faut s'y acclimater? Pour moi, c'est un choc des cultures. Ouais. J'ai été très peu médiatisée et du coup, je le suis davantage à travers la publication de mon livre. Mais effectivement, c'est encore un milieu que je considère à découvrir. Comment ça a été accueilli par votre hiérarchie? Puisque, donc, je le racontais, vous êtes capitaine de l'armée de terre. Vous leur annoncez que vous voulez vous présenter. Vous allez devoir faire campagne. Est-ce qu'on vous encourage ou au contraire, est-ce qu'on essaye plutôt de vous dissuader? Je crois que le mot stupéfaction serait le bon terme. En fait, comme c'était tellement innovant, inhabituel et inattendu, je crois vraiment que ce terme souligne, révèle et décrit bien ce qu'ils ont pensé. Mon général campe la difficulté de cette nouvelle mission. Tous mes adversaires sont implantés ici depuis des années. Si j'échoue, j'aurai tout perdu. L'élection, ma carrière, ma crédibilité. J'avais tellement foi en le projet que je portais en 2017, en cette promesse de renouveau, d'être représentée. En fait, je ne m'étais jamais sentie représentée, ni en tant que femme, ni en tant que jeune, ni en tant que militaire par les élus. Et je me suis dit que je ne pourrais jamais me pardonner de ne pas franchir le pas. Alors en même temps, il faut convaincre. Alors vous entrez en campagne, vous en parlez très bien dans votre livre, on vous suit. Alors on découvre que vous utilisez votre savoir-faire militaire. Par exemple, vous appliquez ce que vous appelez la MEDO, alors la méthode d'élaboration des décisions opérationnelles. Et entre autres, votre première décision, c'est de refuser un local de campagne et de privilégier un camping-car, parce que vous dites que c'est un vieux réflexe de capitaine. Alors c'est quoi le rapport? Une autre mission militaire, ne pas se laisser fixer. Se laisser fixer, ça veut dire ne plus pouvoir être mobile, être confiné dans un lieu. Et j'ai estimé que la mobilité, c'était la clé de la réussite de ma campagne. Je n'avais qu'1 mois pour faire campagne. J'étais absolument inconnue du grand public. Et j'ai estimé qu'il fallait que je me rende partout dans les 86 communes historiques de ma circonscription. Et j'ai fait ce choix du camping-car. Ça a marché? Ça a marché, j'ai été élue, la preuve. Est-ce qu'au départ, on vous sous-estime? Comment ça se passe, l'accueil? Vous dites, vous devez faire une campagne éclair et personne ne vous connaît. J'ai été sous-estimée, c'est certain, parce que inconnue du grand public, militaire, femme, jeune maman. En fait, vous sentez les jugements? Ils m'ont crevé les yeux, je les ai plus que sentis. Mais ça ne m'a pas découragée parce que j'étais certaine d'incarner les valeurs que je portais à travers le programme. Qu'est-ce qu'on vous disait? En fait, clairement que j'avais aucune chance et que je perdais mon temps, ou alors que j'étais venue là pour m'amuser. Ça va faire 4 ans que vous êtes devenue députée. Maintenant, vous êtes très sévère aujourd'hui à l'égard de la majorité. Alors, je vous lis, vous écrivez page 137. En pleine crise du coronavirus, je suis effarée par la balkanisation du groupe LREM à l'Assemblée. Au moment où cela tangue le plus, on s'attendrait à avoir une fraternité d'armes entre tous les députés. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'unité. Au sein de la majorité, il y a une unité.
J'ai écrit au moment où le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, sous la gouverne de Mathieu Orphelin, a été créé. Et j'ai trouvé ça sidérant de se séparer de la majorité en pleine crise sanitaire. Pourquoi, c'était quoi les risques? En fait, j'ai considéré que c'était une faute contre l'esprit, que c'était un moment où il fallait une unité nationale, faire bloc, tenir et profiter d'un coup politique. C'est absolument, je crois, tout ce que les Français détestent dans la politique. Est-ce que vous partagez justement vos visions, parfois peut-être votre stratégie, vos visions que vous avez embrassées et appris à l'école militaire avec vos collègues? Oui, avec mes collègues et également avec Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Je cite souvent le maréchal Foch, les règles de la guerre, concentration des efforts, économie des moyens, liberté d'action, surprise. Et ça l'inspire? Ça l'inspire. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être tiraillé finalement entre vos deux carrières et vous retrouvez dans une sorte de conflit de loyauté finalement à devoir prendre des décisions politiques tout en sachant que les conséquences et peut-être même sur le militaire pouvaient être importantes? Les enjeux régaliens sont à mes yeux primordiaux. Et en fait, c'était très important pour moi que dans le programme présidentiel figure l'effort de 2% du PIB pour la loi de programmation militaire. Donc ça, que l'on porte politiquement le régalien, c'était un enjeu qui était très important pour moi. Et je me retrouve complètement avec une loi de programmation militaire la plus ambitieuse depuis la fin de la guerre froide. Et en même temps, vous dites, je n'ai jamais compris les coupes dans les budgets militaires. Pour moi, c'est une terrible erreur stratégique. Lâcher ses soldats, lâcher ceux dont on attend tout et de qui nous pouvons tout attendre. Comme si vous vous sentiez entre le marteau et l'enclume. C'est pour ça que je veille au grain et tous les ans, je rencontre Florence Parly, ministre des Armées, pour m'assurer que notre trajectoire ambitieuse de loi de programmation militaire est respectée. Un mot quand même sur la gestion de crise de l'épidémie. Alors là, on apprend que 35 mégacentres, vaccinodromes vont ouvrir avec l'aide de l'armée. Oui. Il était temps? L'armée est associée depuis le début via l'opération Résilience. D'ailleurs, il y a quand même eu un grand casse-tête logistique. Est-ce qu'on devrait associer davantage justement vos compétences? Alors, c'est un casse-tête logistique. Pour reprendre une expression de mon livre, la LEM, la loi d'emmerdement maximum, ce casse-tête logistique pour les vaccins qui sont différents, qui ne s'adressent pas aux mêmes âges, qui n'ont pas les mêmes conditions de stockage, où il y a eu des inquiétudes sur AstraZeneca. Donc là, les vaccinodromes, j'ai la certitude que c'est la solution parce que ça nous économise un échelon logistique. L'échelon logistique entre le vaccinodrome et le détail. En quoi l'armée, justement, est beaucoup plus efficiente là-dessus, quand elle intervient? En fait, on est formé pour être opérationnel. On sait être exigeant sans être pointilleux. Et je crois que c'est la clé de l'Obs. Merci Laetitia Saint-Paul. Dernière question quand même. La politique, stop ou encore? Est-ce que vous allez vous représenter en 2022? J'ai une foi absolue en l'action politique et je vais me représenter en 2022. Eh bien, merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Mission tenir de l'armée à l'Assemblée nationale. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé, une émission consacrée aux tensions entre la Chine et la France. C'est dans l'air est intitulé ce soir Chine, Europe, le torchon brûle. Bonne émission à vous. À demain.